Aujourd'hui, je vais vous parler d'intégration continue et de déploiement continu appliqué au projet mobile. L'idée, c'est qu'on va parcourir la chaîne de build du développeur au store d'application en passant par la plateforme d'intégration continue. Et l'objectif pour moi, c'est de parcourir ces étapes en vous présentant les outils qu'on utilise. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Franck Clément, je suis développeur mobile et j'interviens principalement sur des projets natifs iOS et Android. Et je vous ai mis un petit florilège de mots et des technos que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça peut vous donner une idée si jamais vous êtes trompé de salle, profitez-en pour filer. Du développement mobile, j'en fais chez Hippon Technologies, à l'agence nantaise. Et on va intervenir principalement sur des projets où on va pouvoir intervenir de A à Z, donc de la conception avec nos équipes d'UX designer à la réalisation avec nos équipes de développement. Du coup, on va commencer en se demandant pourquoi investir du temps et des ressources dans la mise en place d'une plateforme d'intégration continue qu'on n'avait pas avant. Ça va être pour éviter les pain points qu'on va rencontrer, les points de douleur qu'on va rencontrer pendant le développement des applications et les supprimer. Donc là, je vous ai mis 3 exemples, mais c'est pas exhaustif. Donc le premier, c'est on veut éviter que l'absence d'un collaborateur mène à l'impossibilité de livrer une application en fin de sprint. Le deuxième, c'est qu'on veut, les développeurs sont des humains, donc on veut éviter les oublis quand ils postent des features et qu'ils oublient de lancer les tests. Ça, on veut l'automatiser et faire en sorte que ça se fasse tout seul. Et enfin, on a envie de laisser les développeurs tranquilles pendant les phases de développement et qu'on arrête de leur demander intempestivement, je ne sais pas si ça se dit, de livrer telle ou telle version dans le but de tester des fonctionnalités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Hippon, on utilise la CI que je vais vous présenter depuis à peu près 1 an et demi. Et voilà les avantages qu'on peut en tirer. Premièrement, on a effectivement moins de changements de contexte pour les développeurs qui peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Ça, c'est dû au fait qu'on a donné plus de liberté aux testeurs qui vont pouvoir générer leur livrable directement en quelques clics sur la plateforme d'intégration continue. On a un meilleur suivi de la qualité des livrables avec des indicateurs de qualité de code comme la couverture de code, la dette technique du projet ou le taux de duplication de code. Typiquement, c'est des mesures qui sont retournées par Sonar sur nos projets. On a également un retour rapide en cas d'erreur, ce qui permet aux développeurs d'avoir le sujet en tête lorsqu'un build échoue et qu'ils peuvent du coup beaucoup mieux. Enfin, ils ont le sujet en tête, du coup, ils peuvent corriger beaucoup plus rapidement le souci. On a une maîtrise des sources du client. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code qu'on produit, il ne nous appartient pas et il va appartenir à nos clients. Et du coup, on veut... Ah, il manque une fonte en dessous. Et du coup, on voulait éviter d'utiliser des services de CI basés dans le cloud, comme Bitrise ou CircleCI ou Travis. Et du coup, nous, on maîtrise les sources de nos clients et on les garde sur le réseau Hippon. On a également une approche modulaire de notre plateforme. On a une base de configuration qui nous permet qu'on va installer sur tous les projets et qui nous permet d'avoir une CI montée rapidement. Et en fonction des projets, on va ajouter à la carte des fonctionnalités qui vont nous permettre d'augmenter les capacités de la CI en fonction des projets. Et évidemment, l'automatisation, ça veut dire gain de temps. On va commencer en se basant sur la vision des développeurs et en se focalisant sur Gitflow. Donc, petit sondage, levez la main si vous connaissez Gitflow ou si vous l'utilisez. Ok, il y a pas mal de monde, donc ça c'est plutôt cool, je vais aller vite. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Gitflow s'articule autour de 2 branches. La branche master, qui va représenter l'historique des livrables de votre application, et la branche develop, qui est une branche tampon entre les développements et la branche master, où il y a vos livrables. Lorsqu'on veut développer une feature avec Gitflow, on va tirer une branche feature, / le nom de la feature. Ici, c'est X.
Et lorsqu'on a un problème sur une application déjà livrée en production, par exemple, on va tirer une branche hotfix à partir de master, sur laquelle on va travailler à la résolution du crash. Ici, c'est un crash, on nomme hotfix/crash, on respecte toujours ces noms de branches, vous allez voir pourquoi après. Et une fois que la correction est faite, on va merger la correction sur master, ce qui va nous générer une version 0.2 de l'application. Et on va merger sur develop, ce qui va permettre aux prochaines features d'embarquer le fixe qu'on vient de faire. Avec Gitflow, on peut paralléliser les développements en tirant autant de branches qu'on veut. Et une fois qu'une feature branche est terminée, on va merger son contenu sur develop. Une fois qu'on estime que notre application a assez de fonctionnalités pour avoir une nouvelle livraison, ou alors qu'on arrive en fin de sprint, on va tirer une branche release sur laquelle on va travailler aux finalisations de l'application. Et une fois que c'est terminé, on va merger également sur develop et sur master. Donc là, la release branche s'appelait release/1.0, ce qui va donc générer une application en version 1.0. Donc là, on a une bonne vision globale du cycle d'un projet du point de vue du développeur. Donc, ce qui nous intéresse ici, ça va être d'identifier des événements qui vont nous permettre d'automatiser nos tâches. Donc on va identifier les événements sur les branches features, sur la branche develop, sur les branches release, sur les branches hotfix et sur la branche master. Et on va découper ces événements, on va regrouper ces événements en deux catégories principales qui sont les événements sur feature et develop, qui vont apparaître plutôt pendant les phases de développement et qui vont être plus nombreux que tous les autres. Tous les autres, ça va plutôt être des événements qu'on va avoir en fin de sprint ou sur des applis en production. Et du coup, ces événements, on va les faire transiter vers la plateforme d'intégration continue. Pour ceux qui ont reconnu le logo, chez Ypon, on utilise GitLab et GitLab CI selon deux points d'entrée. Donc, ce dont je vous parlais, les features et develop qui vont sur le premier point d'entrée et tout le reste qui vont sur les autres. Là, vous avez une vision globale de la plateforme telle qu'elle est à la base d'un projet. Et on va différencier deux types de pipeline, donc un pipeline rapide, un pipeline complet. Un pipeline, c'est quoi? C'est un enchaînement d'actions d'automatisation qu'on appelle des jobs et qui vont s'exécuter dans un ordre précis. Donc on distingue deux types de pipeline parce que dans un premier temps, pendant les phases de développement, on veut avoir un retour assez rapide sur ce qui vient d'être fait, pardon. Et également, les événements sur feature et develop sont hyper nombreux et on ne peut pas se permettre de lancer ce qui va prendre énormément de temps sur le pipeline complet. Ce sont les tests d'intégration, les UI tests. Et enfin, la particularité des événements sur la branche master, c'est qu'ils vont générer des métadonnées à destination des stores. Côté déploiement, sur le pipeline rapide, on va avoir un déploiement en interne à une audience qui va être plutôt des testeurs. Typiquement, ça va être les développeurs qui sont sur le projet. Sur un environnement de recette, donc avec des comptes de test et des valeurs fictives pour tester la bonne tenue des écrans. Sur le pipeline complet, ensuite, on va avoir en fin de sprint un déploiement externe. Typiquement, ça va être les testeurs de nos clients. Donc, on va avoir une population qu'on ne maîtrise pas, une audience plus hétéroclite. D'où les petits emojis un peu plus diverses. Et on va utiliser les services de déploiement de bêta des stores. Donc, le service bêta du Play Store et TestFlight, qui est le service bêta de l'App Store. Ici, on est toujours en fin de sprint, pas une livraison finale, donc on est toujours sur un environnement de recette. Et enfin, déploiement sur les stores sur un environnement de production avec une audience qui est soit le public, soit un scope entreprise sur nos livraisons depuis master. Maintenant, on va s'intéresser au pipeline rapide et je vais vous montrer comment on configure GitLab et GitLab CI pour que les tâches s'automatisent. Donc, tout se passe dans le fichier gitlabci.yaml. On va d'abord définir nos stages, qui sont les étapes de notre pipeline. Ici, on a quality, build, test et deploy. Et on va ensuite, tout ce qui est en dessous, c'est la définition des jobs qu'on va affecter à chacune des étapes. Je vais prendre l'exemple du job quality dev qui va être affecté à l'étape quality, qui va lancer la commande bundle exec fastlane iOS quality dev et qui sera
qui va être lancé uniquement sur les événements qui proviennent de develop et de feature / étoile. L'étoile, ça signifie le wildcard, c'est n'importe quelle chaîne de caractères. Donc toutes les branches qui comportent ce pattern vont lancer la lane quality dev. Les jobs sont exécutés sur des runners GitLab. Un runner GitLab, c'est un petit soft open source mis à disposition par GitLab et qui permet de lancer des jobs sur des machines physiques. Donc nous, chez Ypon, on utilise pour nos projets mobiles, on a installé les GitLab Runners sur des Mac mini. C'est pas simplement pour jeter de l'argent par les fenêtres, c'est parce que lorsqu'on développe pour le mobile et surtout pour iOS, on est obligé d'être sous l'écosystème d'Apple pour builder nos applications. Un des gros avantages, à mon avis, des runners GitLab, c'est que ça prend 5 minutes à s'installer et c'est directement vous avez une machine visible par GitLab qui va être en mesure d'exécuter vos scripts. Et également, ce qui est gratuit avec GitLab, c'est le dispatch qui se fait en fonction de la dispo des machines sans que vous ayez rien à faire. Donc là, on va s'intéresser plutôt à la partie script et la commande bundle exec fastlane iOS, puis le nom du job. Et surtout Fastlane iOS Quality Dev, par exemple. Donc vous ne connaissez peut-être pas forcément Fastlane, pas de panique. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors Fastlane, c'est un projet open source initié par Félix Cross en 2014 dans sa chambre d'étudiant et acquis en 2017 par Google. Donc à mon avis, c'est un bon signe de pérennité et de qualité du projet. Fastlane met à disposition plus de 220 petits scripts d'automatisation à dispo pour la communauté mobile, qu'on appelle des actions. C'est 25 000 stars GitHub et environ 1000 contributeurs sur le projet. Et du coup, à droite, je vous ai mis le squelette d'une configuration de Fastlane, ce qu'on appelle un fastfile. Donc vous voyez qu'on définit la plateforme iOS et on va définir des lanes qui sont des petits groupes dans lesquels on va mettre un certain nombre d'actions qui vont s'exécuter les unes après les autres. Et c'est ça qu'on appelle dans le slide précédent, quand on fait Fastlane iOS Quality Dev. On va appeler la lane Quality Dev pour la plateforme iOS. Donc ici, on va s'intéresser à la lane Quality Dev, où on passe juste un linter. Donc on peut se permettre de la faire avant le build, parce que le linter va faire de l'analyse syntaxique sur le code, pour s'assurer que les développeurs respectent les normes du langage. Ici, on lui expose l'output file, le rapport où est-ce qu'on veut qu'il soit, et on va lui dire où aller chercher l'exécutable de SwiftLint pour un projet iOS. Nous, on a fait le choix de le mettre dans les dépendances du projet, donc dans les pods. Ici, on a la ligne de build. On va d'abord installer les dépendances du projet avec l'action install pods. On va incrémenter le build number de notre application. On va utiliser match pour récupérer les informations de code signing de notre application. Et ensuite, Jim va builder l'appli avec les informations récupérées par match. On va nettoyer le repo, le dossier sur le runner GitLab, à l'exception du point IPA qui est notre appli buildée qu'on veut garder évidemment. Ensuite, on commit sur le repo la mise à jour du build number et on envoie un petit message Slack à l'équipe de dev pour leur indiquer que tout s'est bien passé. Ensuite, la lane de unit test, elle n'est pas spécialement intéressante, à part le fait qu'on appelle scan pour lancer les tests. C'est la même action qu'on utilise pour lancer les tests d'intégration. Et enfin, le déploiement en interne avec Crashlytics, qui est intégré dans la suite Fabric, où on va lui passer le pass de l'IPA généré par Jim, et une fois que c'est fait, on envoie encore une fois un message à l'équipe de dev pour leur dire que tout s'est bien passé. Ici, vous pouvez voir qu'on a des variables un peu spéciales qui sont des env crochet un nom une chaîne de caractères. Ce sont des variables d'environnement qu'on configure dans GitLab et qui sont passées de manière sécurisée au runner GitLab. Ça permet de cacher des tokens et des secrets. Ici, vous avez l'équivalent de la configuration Fastlane pour un projet Android. C'est nettement moins verbeux,
parce que sur un projet Android, on va avoir une majeure partie de la configuration qui va se trouver dans la conf Gradle du projet Android. Et du coup, on use et on abuse de l'action Gradle, ici pour lancer l'inter-Kotlin, pour lancer les tests, pour lancer le build sur le pipeline rapide. Ensuite, je reviens sur la vision globale de la plateforme pour se concentrer sur les événements déclenchés par master et notamment la génération de métadonnées à destination des stores. Ici, je vais vous montrer comment on génère automatiquement des screenshots pour les envoyer ensuite sur les stores d'applications. Pour ça, on va utiliser l'action snapshot de Fastlane. À gauche, vous avez la configuration qu'on met dans un snap file. Et donc, on va définir les devices sur lesquels on veut que nos tests se lancent et les langues supportées par l'application. Ensuite, en bas, vous avez un peu de configuration, notamment le dossier de sortie des screenshots. Et on va dire à Snapshot de supprimer les anciens screenshots lorsque on relance la commande Snapshot. Donc pour cette présentation, j'ai fait une petite appli qui ne fait pas grand-chose, à part enchaîner 3 écrans avec une navigation horizontale. Et si vous l'avez déjà remarqué, l'enchaînement des écrans en fonction de la langue va afficher, une fois qu'on aura pris les screenshots, le drapeau tricolore des 2 pays. C'est pour ça que j'ai choisi la France et l'Italie, qui ont un drapeau tricolore vertical. C'était plus pratique. Donc à droite, vous avez un scénario de test d'intégration écrit en Swift et qui va nous permettre d'automatiser cette prise de screenshot. Donc, premièrement, on récupère l'instance de l'application qu'on est en train de tester. On va faire appel à Snapshot, qui va prendre un screenshot de notre première vue. On va récupérer l'instance du bouton sur la première vue et on va simuler un appui dessus, ce qui va nous faire naviguer vers la deuxième vue. Et on répète le process, on reprend un screenshot avec Snapshot, on récupère le bouton de la deuxième vue, on simule un appui dessus, on arrive sur la troisième vue et on fait un screenshot de la troisième vue. Ce qui est super avec Fastlane, c'est qu'on a un retour super détaillé, explicite et verbeux qui nous dit en temps réel ce qui se passe lorsqu'on exécute nos tâches automatisées. Ici, vous avez la fin de la lane snapshot qui nous indique avec la matrice des devices par langue supportée par l'application, avec des petits cœurs verts que tout s'est bien passé. Si on avait eu un cœur rouge, on aurait eu le job en échec, enfin la lane en échec, puis le job en échec, et du coup GitLab et GitLab CI auraient envoyé un message à l'équipe de dev pour leur dire que ça ne s'est pas bien passé. Ici, vous retrouvez ce qu'on a sur le file system après avoir lancé l'action snapshot. Donc vous retrouvez le dossier screenshot qu'on avait configuré juste avant, qui contient, rangé par langue, nos screenshots de l'application, ainsi qu'un petit site web statique, screenshot.html, qui va recenser nos screenshots et les afficher de manière plus visuelle. Ça donne ça. Donc ici à gauche, je vous ai mis le rappel de la conf. Donc on a les drapeaux tricolores par langue supportée par l'application. Donc là, j'arrive vers la fin de la présentation. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est que le projet me tient à cœur. Et c'est pas mon métier du tout de parler devant des gens, donc c'était un peu un truc hyper flippant. Mais le sujet me tient à cœur et ce qui m'a intéressé sur ce sujet notamment, c'est quand on a travaillé avec un collègue, on voulait surtout pas perdre les habitudes de dev qu'on avait et qui fonctionnaient très bien sur nos projets agiles, qui est par exemple Gitflow. Donc on voulait adapter la CI à ça et on a réussi et donc on n'est pas peu fiers. Et c'est pour ça qu'on avait envie de soumettre le sujet au Web Today aujourd'hui. Donc ici, c'est simplement la dernière slide avec des ressources. Vous pouvez télécharger les slides directement avec ce QR code, ce qui vous donne un accès aux liens que je vous ai mis en ressources qui peuvent être intéressantes. Pour tous ceux qui n'ont pas eu assez de technique et qui voulaient plus de détails dans l'implémentation, j'ai écrit un article de blog sur le blog Ypon, l'industrialisation au service des développements mobiles. Je l'ai écrit l'été dernier et du coup vous avez plus de détails sur la démarche qu'on a entreprise.
Je tiens à remercier Stéphanie David pour la finalisation des slides et Willy Rouvre parce que c'est un chic type et que c'est avec lui que j'ai travaillé le plus sur ce sujet. Et voilà, je suis à -5 en temps, -7 secondes maintenant, -10. Et du coup, si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut les suivre, non? Je vais rester dans le coin et on peut se voir après, je serai dans le coin. Voilà. Merci Franck. Merci pour votre attention.